On y va. Bonjour tout le monde. Alors du coup, bienvenue dans cette première conférence du dimanche de ce dernier jour du VPE. Je m'appelle Pierre Boisseau, je suis photographe belge de paysages naturels et urbains. Bref, comprenez tout ce qui est nature, ville. Et j'ai axé du coup cette conférence sur l'urbex. Alors, avant de commencer, je tiens juste à vous préciser que cette conférence est en partenariat avec mon torticolis. Donc voilà, j'aurai la souplesse équivalente à celle de Terminator environ. Donc, je peux juste faire ça comme mouvement. Donc voilà, je serai à mon avis très très raide aujourd'hui, j'en suis désolé. Alors, je vous l'ai dit du coup, la conférence de ce matin est axée sur l'urbex. On va voir ensemble un petit peu ce que c'est que l'urbex et voir un petit peu comment le préparer. Mais avant tout, j'aimerais juste commencer cette conférence par vous dire qu'en fait l'urbex, c'est déjà quelque chose de totalement illégal. Voilà, on ne peut pas le faire normalement. Alors bon, c'est comme les personnes qui roulent à 60 km/h sur une route qui est limitée à 50. De nouveau, je pense qu'il y a rien de trop grave là-dedans, mais je comptais quand même commencer par ceci. Bref, une fois que vous avez pris en compte ce petit danger en tête, eh bien, c'est parti du coup pour se lancer dans la préparation d'exploration de lieux abandonnés. Alors, est-ce que, monsieur Dri Studio, veux-tu bien switcher de scène, s'il te plaît? Du coup, en fait, je ne sais même pas quand c'est fait ou pas. Je regarde un peu mon C'est bon, retour. pardon. Ah nickel. Non, pas de souci, merci bien. Donc, ici, du coup, je vous ai préparé une petite présentation. Alors effectivement, l'idéal, ça aurait été de se donner rendez-vous dans un lieu d'urbex, en vrai, hein, histoire de voir ça ensemble. Effectivement, c'est un peu moins glamour dans mon bureau, mais bon, après tout, je vous ai mis quelques photos et mon matériel derrière. On va parler un petit peu de tout ça ensemble, du coup. Donc, préparer son exploration de lieux abandonnés, c'est ultra important de la préparer pour éviter les dangers, pour éviter de se perdre et pour, après tout, bien préparer ses photos, parce que c'est pour ça qu'on est là. Je vous l'ai dit déjà pour commencer, l'urbex, c'est une pratique qui est totalement illégale. Je me suis renseigné un petit peu d'ailleurs sur, la loi française, parce que vous êtes une majorité de viewers français dans le chat. En France, il y a un nouvel article qui est sorti fin novembre 2020, donc c'est finalement assez récent. Et en France, du coup, la peine maximale, c'est 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Alors, petite pause, on est bien d'accord, la plupart du temps, quand on se fait prendre, et d'ailleurs c'est très rare de se faire prendre, mais quand ça arrive, on nous demande juste gentiment de sortir. Mais il faut savoir, voilà, d'un point de vue légal, ça peut monter jusque-là, même si personnellement, je n'ai jamais entendu quelqu'un avoir plus de 200 balles d'amende. Et encore, même 200 €, c'est déjà très, très, très exceptionnel. Mais voilà, vu que c'est un cadre quand même un peu illégal, je comptais juste commencer par ça, histoire que tout le monde sache bien dans quoi on met les pieds. Bref, si vous avez le portefeuille et 1 an à perdre, bienvenue du coup dans l'urbex. On va voir ensemble quelques conseils. Moi, ça fait du coup un peu plus d'1 an que que je m'y suis remis, pardon. J'en avais fait déjà il y a quelques années, puis j'ai fait une longue pause et puis l'année passée, covid oblige, j'ai pas pu bouger de mon petit pays, qui est pas si petit que ça et donc du coup, j'ai voulu un petit peu apprendre à le découvrir autrement en explorant des lieux abandonnés. Alors des lieux abandonnés, tu peux en avoir un peu de toutes les situations possibles. Tu peux avoir des maisons de particuliers qui sont abandonnées, tu peux avoir des bâtiments bien spécifiques comme des hôpitaux, des cinémas, des industries et cetera. Moi, c'est plus vers ce deuxième type que je préfère m'orienter. Je suis pas toujours très à l'aise de rentrer dans l'intimité d'une seule personne. Je trouve ça un petit peu, bizarre et puis personnellement, ça me comment dire? Ça me donne pas trop envie d'aller voir les maisons abandonnées des gens. Effectivement, il y a des maisons qui valent le coup et la photo de gauche, vous voyez ici à votre gauche, ça va être compliqué avec ça, mais je vais faire comme ça à mon avis. La photo que vous voyez à votre gauche est un peu dans ce cadre-là d'une grande maison, mais au final, moi ce que je préfère, c'est surtout toutes les industries, c'est surtout tous les bâtiments qui ont une énorme histoire par rapport à l'endroit où on est et ça permet, je trouve, de comprendre un peu l'historique du lieu dans lequel on vit. Alors il y a des urbex qui sont vraiment, mythiques, je pense notamment à Tchernobyl, je pense notamment à, Baïkonour. J'essayais de le situer, mais je ne sais plus, je pense que c'est au Kazakhstan. Tu as des urbex comme, Pyramiden qui est une ville minière en Russie qui est vraiment tout au nord du globe. C'est vraiment des lieux d'urbex qui sont mythiques, qui sont énormes. Mais au final, à côté de chez nous, tu peux en trouv à côté de chez toi, en fait, tu peux tout simplement en trouver également et ces petits lieux d'urbex, par rapport aux grands que je viens de citer, te permettent vraiment de comprendre, comment est-ce que ta région s'est développée, comment est-ce que ton pays s'est développé et de comprendre un petit peu l'historique de l'endroit dans lequel tu te rends. Moi, finalement, je trouve ça super important. C'est-à-dire, ça m'est arrivé très, très souvent lorsque je prends des photos d'industrie, par exemple, qui ont fermé il y a 10, 20, voire même 30 ans et une fois que je les publie sur certains groupes, de recevoir des messages de personnes, du coup, fatalement un peu plus âgées qui me disent: «Ah tiens, c'est marrant, j'ai travaillé là et c'est marrant de découvrir par tes photos cet endroit qui,
bah, m'a bercé un petit peu pendant, 10, 20, 30, 40, des fois même 50 ans de travail et que je redécouvre aujourd'hui totalement abandonné, mais finalement pas si changé que ça. Donc voilà, je trouve ça très, très important à voir et bah, finalement, ouais, je pense que vous l'aurez compris, je suis un peu passionné d'urbex. Alors l'urbex de base, ça a rien à voir avec la photographie. L'urbex, c'est de l'exploration urbaine. Tu changes le mot, hein, urban exploration en anglais, ça te donne urbex. C'est juste de l'exploration. Alors, évidemment, tu as des gens qui y vont juste pour explorer, juste avec leurs yeux. Tu en as qui vont, comme nous en tout cas, avec des appareils photo pour immortaliser tout ça. Il y a des personnes qui viennent avec des graphes de façon à pouvoir faire des graphes sur des murs, sur des objets et il faut l'avouer, la plupart du temps, ça rend plutôt bien. Et puis il y a des personnes non préparées qui viennent avec, poussette et chien de façon à faire la petite sortie du dimanche et dans ces cas-là, ça peut provoquer des drames. C'est pourquoi je vous fais cette petite présentation, non pas pour vous inciter à y aller le dimanche en famille, mais pour vraiment bien préparer ces sorties d'urbex. Hop. Alors du coup, j'ai articulé ça en fait sur, 5 points. Premièrement, c'est comment trouver un lieu. Alors on va se mettre d'accord tout de suite. Je ne compte pas vous donner d'adresse dans cette vidéo, hein, bien évidemment et on va expliquer pourquoi. Mais je vais vous expliquer un petit peu, mes démarches sur, comment est-ce que je trouve des lieux. Ensuite, s'informer sur le lieu, pourquoi est-ce que c'est important, en tout cas pour moi. Ensuite, comment se préparer, tant d'un point de vue, exploration que d'un point de vue matériel, que d'un point de vue vêtements et cetera. Que faire sur place et que faire après. Je regarde un peu l'heure. Oh non, c'est bon, on est large. Alors, est-ce que trouver un lieu, c'est vraiment le plus difficile? Quand tu démarres, quand tu n'as aucune information, oui, ça peut être le plus difficile. Mais c'est ça justement qui rajoute un petit peu de comment dire? Un petit peu d'adrénaline à la chose, un petit peu de recherche, un petit peu de motivation. C'est lorsque tu vas galérer pour trouver le lieu, lorsque tu vas galérer pour trouver l'accès pour y entrer et puis une fois que tu es dedans, quand tu as des jours ou même plus des fois de recherche derrière, tu te dis: «C'est bon, je suis dedans, maintenant je profite» et c'est pour ça que je suis pas toujours fan non plus de donner les lieux à tout le monde parce que ça enlève une énorme partie de l'urbex. Tu as toute cette partie un peu aventure, un peu Indiana Jones. Ouais, je suis fan également des jeux Uncharted, ça rentre un petit peu dans cette âme-là. C'est vraiment d'aller faire de la recherche pour savoir où est ce lieu, comment le trouver. On va voir ça ensuite, quelques petites pistes. Hem, S'informer sur le lieu de façon peut-être à trouver des indices sur comment y rentrer et cetera. Je trouve que ça fait vraiment partie de l'urbex. C'est pas juste se rendre à un endroit, faire des photos et puis partir. L'urbex pour moi, c'est vraiment l'ensemble des choses. Alors, de nouveau, hein, je ne compte pas, vous donner de lieu, mais on a quand même quelques pistes. Alors, moi, les pistes que je privilégie, c'est d'utiliser Google Maps ou Google Earth, les 2 sont vraiment géniaux. D'utiliser des groupes Facebook parce que bon, à mon avis, il y a une dizaine d'années, j'aurais dit des forums, mais aujourd'hui, ce sont des groupes Facebook et tout simplement, d'avoir une communauté que vous allez créer, de rentrer en contact avec plusieurs urbexeurs, que ce soit des photographes ou juste des explorateurs, de façon à pouvoir échanger des lieux, un petit peu comme des cartes Pokémon, en fait, hein, quand on faisait, il y a 10, 15 ans dans les cours de récréation et qu'ils font encore aujourd'hui. Se dire: «Bah, ah tiens, j'ai un chouette lieu, j'aimerais bien ton chouette lieu à toi, est-ce qu'on peut, se l'échanger?» Alors des fois c'est oui, des fois c'est non. De nouveau, ça c'est de la communication. Alors sur Google Earth, je vous ai pris 2 exemples. Alors, si jamais quelqu'un dans le chat reconnaît l'exemple de gauche, de un, c'est sécurisé, n'y allez pas. De 2, je vous demanderai de ne pas mettre l'adresse dans le chat, bien évidemment. Ces 2 lieux-là ont été pris du coup, sur Google Earth, c'est juste 2 captures d'écran et on va voir juste ensemble, naturellement, comment faire la différence entre un lieu potentiellement d'urbex et un lieu qui ne l'est pas du tout et je pense que ça saute aux yeux, en fait. À gauche, on a une image qui est totalement dégradée, on a des routes qui sont sales, il y a pas de voitures, il y a pas de camions. Bref, c'est une industrie qui est vraiment à l'abandon. On voit en plus qu'il y a un petit peu de dégâts, on remarque quelques bâtiments. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, je pense que oui. J'espère que oui. Mais on voit quelques bâtiments sur le haut notamment qui sont vraiment dégradés, qui sont presque abattus. Ce sont des signes que c'est un lieu d'urbex. Alors, de nouveau, en fait, c'est un lieu d'urbex, effectivement, mais qui est quand même gardé. C'est un des lieux qui est assez connu dans la région, mais qui est quand même bien, bien gardé. Donc dans tous les cas, n'y allez pas. Et on a un deuxième lieu ici à droite, je me suis permis de laisser le nom parce qu'en fait, c'est pas du tout un lieu d'urbex, ça se voit. On voit qu'il y a des voitures qui sont rangées, on voit que le lieu est vraiment clean, que les routes sont propres. Bref, en se baladant sur Google Earth, pardon pour le micro, on peut très, très vite voir en un rapide coup d'œil si le lieu est abandonné ou pas et ça peut être une première piste pour se dire: «OK, est-ce que ça, c'est un lieu d'urbex ou pas?» Ça peut vraiment être une première piste, mais également, mais également, ça peut nous aider à découvrir comment rentrer dans ces lieux d'urbex. C'est-à-dire que des fois, les bâtiments sont tellement grands, les zones sont tellement grandes qu'on perdrait un jour entier à faire le tour pour essayer de trouver par où rentrer et cetera.
avec Maps, avec Earth, avec d'autres logiciels de cartographie, on peut des fois se dire: «OK, là, il y a l'air d'avoir une entrée» ou «Là, il y a une forêt sur le côté, donc on peut peut-être passer là pour être un peu camouflé». Il y a peut-être moyen de trouver les entrées en passant par là. Hop, je regarde si je n'ai rien oublié. Non, c'est bon et c'est également le cas lorsque on se balade sur la route, lorsqu'on est en voiture, lorsqu'on est à pied, lorsqu'on prend les transports en commun, lorsqu'on passe à côté de bâtiments qui ont l'air dans cet état dans de la photo de gauche, eh bien, au final, c'est juste de pardon, j'ai un peu mal à la gorge. C'est juste de regarder un peu l'état du bâtiment et de se dire: «Bon, OK, est-ce qu'il a l'air délabré? Oui, non». Moi, ce que je fais quand je passe à côté d'un bâtiment où j'ai un doute, bah, tout simplement, je prends une note sur mon téléphone et par la suite, sur Google Maps, je vais regarder un petit peu, où ça en est, quoi. Et on la voit, Pierre est un reptilien. OK, bon, je sais qu'on m'a dit de pas lire le chat, mais je m'en à chaque fois, je regarde un petit peu. Bon, du coup, une fois que vous vous êtes informé, une fois que vous avez trouvé un lieu, en tout cas, que vous trouvez un lieu potentiel, donc je rappelle, hein, les groupes Facebook, il y en a énormément. Alors je vous conseille pas toujours non plus de suivre toutes les actualités des groupes, mais il y en a quand même pas mal. Hem, une fois que vous avez, créé un petit carnet d'adresses au final, où vous avez échangé un petit peu avec, un carnet de contacts plutôt, un répertoire bref. Une fois que vous avez trouvé du coup quelques contacts avec qui échanger des lieux, ça peut également aller très vite et au final, le mieux, en tout cas le plus rapide pour moi, c'était de les trouver via Google Earth ou Google Maps. Bon, une fois qu'on a trouvé le lieu, il faut se préparer maintenant. S'informer sur le lieu, pourquoi est-ce que c'est important? Je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de raisons. La première, et ça, c'est peut-être juste personnel, je préfère m'informer sur le lieu auparavant, de façon à connaître un peu l'ambiance, à connaître un peu l'âme du lieu et pouvoir mieux prendre mes photos. C'est-à-dire que j'envisage vraiment la photo d'urbex comme un devoir de mémoire. Ce sont des lieux qui sont occupés d'être abattus ou, prochainement, totalement abattus et donc, s'y rendre, faire des photos, ça permet de prendre les derniers instants de ces bâtiments qui vont bientôt ne plus exister. Et donc je prends l'exemple de ce bâtiment-là, qui est un ancien sanatorium. Donc bref, c'est là où les gens malades allaient pour mourir, hein, au final. Eh bien, le fait de connaître un peu l'historique du lieu, ça m'a permis de comprendre déjà pourquoi est-ce que le bâtiment est très long et très fin. Titre, je sais, mais on va pas tous les faire. Et la raison est toute simple, c'est que la plupart des gens qui allaient là devaient être exposés au soleil parce que c'était le seul médicament possible, hein, médicament naturel. Et en Belgique, c'était pas gagné, mais soit. Et donc du coup, la plupart des chambres étaient orientées plein sud, de façon à avoir cette exposition au soleil le plus souvent. Et au final, c'est pour ça que ce bâtiment a cette forme assez particulière. S'informer sur le lieu, ça permet également, de prévenir des dangers. J'ai repris l'exemple de ce bâtiment, pas par hasard. C'est un urbex qui est assez connu, qui malheureusement a pris feu il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Et lorsque je me suis informé sur ce bâtiment avant de m'y rendre, la première chose que j'ai lue d'autres urbexeurs, c'est: «Attention à oh! Attention à la cage d'ascenseur, les portes sont grandes ouvertes, on n'arrive plus à les fermer et pourtant la cage n'est pas bouchée». Ce qui veut dire que, bon, si tu es au rez-de-chaussée, c'est pas trop grave, mais si tu te prends la porte, si tu en avançant, si tu fais pas attention et que tu prends l'ascenseur du troisième étage, eh bien, tu te retrouves au rez-de-chaussée très rapidement et pas en bon état. Pas du tout. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment s'informer, c'est pour prévenir des dangers, que ça soit les dangers dus au bâtiment, c'est-à-dire, je sais pas moi, un escalier où il faut vraiment pas monter parce que les planches sont complètement moisies. L'exemple de cet ascenseur où, la cage est complètement vide, mais du coup, ça te donne un trou béant du troisième au rez-de-chaussée, peut-être même au -1, je pense, si je me souviens bien. Ça peut être tout simplement un propriétaire qui est pas loin de celui d'urbex, qui malheureusement en a marre de voir ses explorateurs, qui pour le coup, des fois on peut leur donner raison, parce qu'il y a des explorateurs qui font des fois beaucoup de bruit, qui s'y rendent en pleine nuit, qui mettent de la musique à fond, bref. Et du coup, ces propriétaires, des fois, peuvent péter un câble. On verra l'exemple un peu plus loin, mais c'est déjà arrivé, notamment en Belgique, que des propriétaires commencent à tirer à la carabine à plomb sur la moindre personne qui va rentrer dans ce genre de bâtiment. Et donc ça, c'est toutes des petites infos qu'on peut glaner en préparant bien son exploration, en sachant bien par où passer, faire attention aux gardes, faire attention que quand c'est la police, ils sont en généralement bienveillants, mais quand c'est des gardes privés, j'ai déjà lu beaucoup d'infos sur des lieux d'urbex où tu as des gardes qui lâchent complètement leur chien en disant: «Va attaquer». Alors effectivement, c'est une pratique illégale, mais ça n'empêche qu'on a quand même des droits et on a notamment le droit de pas se faire bouffer les fesses par un berger allemand. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on peut trouver en préparant, ces sorties d'urbex. Donc c'est pour moi très, très, très important. Je regarde un petit peu sur mes petites notes si je n'ai rien oublié, mais non, c'est bien ça, j'ai bien retenu, j'ai bien étudié.
Alors du coup, je vous ai pris 2 exemples, un que j'ai réalisé qui est celui-ci et un autre, que je n'ai pas réalisé et je vous expliquerai pourquoi je ne l'ai pas réalisé. Le premier, alors, je sais pas trop si on peut appeler ça un urbex, dans le sens où c'est dans une forêt publique et c'est entre guillemets «juste» un avion déposé dans une forêt, mais bon, je l'ai quand même pris comme lieu d'urbex. C'est donc un avion, un faux avion déposé dans une forêt, ici en Belgique, c'est la seule info que vous aurez. C'est un avion qui a été, déposé là pour le tournage d'une série télévisée et ça coûtait beaucoup trop cher pour le retirer, du coup, ils l'ont laissé. Parce que l'écologie, après tout, c'est pas très, très grave, quoi. Et donc en apprenant ça, je me suis dit: «Ça ne sert absolument à rien d'aller, rechercher, qu'est-ce que ce sigle veut dire? Qu'est-ce que, les petites indications sur l'avion veulent dire?» parce qu'en fait, elles ne veulent rien dire. C'est juste là pour faire beau pour la série. Mais par contre, je n'ai toujours pas réussi, hein, mais je cherche quand même depuis 1 an, en fonction de ce sigle-là et en fonction des infos que j'ai, c'est-à-dire, où se trouve l'avion, de quelle couleur il est, parce qu'en plus il y a d'autres choses dans la forêt. Heu, J'aimerais bien retrouver la série dans laquelle il a été utilisé pour voir un petit peu le cadre dans lequel il est utilisé. Et au final, du coup, pouvoir s'informer un petit peu sur le lieu, ça permet également de donner une âme au lieu lorsque tu t'y rends et franchement, cet avion-là, il est vraiment, vraiment sympa. Il est pas caché au final, hein, il est juste dans la forêt comme vous le voyez ici à droite, mais c'est très marrant de se dire que c'est une forêt publique, que moi la première fois que j'y étais, parce que j'y étais 2 fois, la première fois j'y allais vraiment pour l'avion, j'avais les coordonnées GPS précises, donc j'étais avec mon téléphone et je ne regardais que le téléphone, genre marcher tout droit, dans 200 mètres tourner à droite et cetera. Et j'ai croisé plein, 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 plein de monde dans cette grande forêt qui me regardait un petit peu avec de grands yeux, mais «Lâche ton téléphone, profite de la forêt» et qui ne se rendaient pas compte qu'il y avait cette grande merveille, je trouve, à leurs pieds. Et c'est ça aussi l'urbex qui est chouette, c'est de voir des choses que la plupart des gens ne vont pas prendre la peine de regarder, tout simplement parce qu'ils ne savent pas que c'est là ou parce qu'ils prennent pas la peine d'ouvrir les yeux et de chercher un petit peu plus en dehors des sentiers battus. Donc voilà, cet avion-là, c'est une première partie. Mais il y en a également un deuxième. Alors oui, je suis fan de tout ce qui est, moyens de transport et donc les avions en urbex, c'est vraiment mon kiff. Mais malheureusement, ce deuxième, il a une «chouette histoire» entre guillemets. Moi, elle me fait un peu rire, même si c'est un peu dramatique, mais je ne m'y rendrai pas. L'histoire de cet avion, qui est de nouveau en Belgique, c'est un MiG russe, MiG, c'est le nom de l'avion, c'est le nom du modèle de l'avion. Il s'est crashé en 1989 en Belgique et ça une histoire vraiment très rocambolesque. Alors je vais rapidement vous la raconter. C'est donc un avion russe qui est parti d'Allemagne de, l'Est, si je ne dis pas de bêtises, et qui, survolait pour aller en Allemagne de l'Ouest. Sauf qu'à son décollage, le pilote a découvert que l'avion ne répondait plus aux commandes et donc a demandé l'autorisation de s'éjecter. L'avion a piqué du nez, le pilote s'est donc éjecté, parti en parachute et lorsque le pilote s'est éjecté, l'avion s'est redressé, est passé en pilotage automatique et a continué sa route tout droit. Tout droit jusqu'au moment où il n'avait plus de carburant et malheureusement, quand l'avion a plus de carburant, il chute et il n'a pas chuté n'importe où, il a chuté sur une maison. Alors en plus de ça, c'est un contexte juste en fin de guerre froide. On se dit: «Mais qu'est-ce qu'un avion russe vient faire tout d'abord en Allemagne de l'Ouest?» et puis ensuite il a traversé une partie de la France et puis il est arrivé en Belgique. C'est un avion qui s'est fait escorter par d'autres avions parce qu'on se demandait pourquoi est-ce qu'un avion russe venait jusque chez nous. On avait peur en plus parce que c'est un avion militaire. On avait peur qu'il y ait quelques petits dégâts politiques ou dégâts militaires, tout de suite après et finalement, on a retrouvé même les enregistrements audio des 2 pilotes, alors je pense que c'était déjà l'OTAN à ce moment-là, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, qui ont escorté cet avion vide et qui se rendent compte que l'avion n'a pas de pilote et qui se demandent vraiment ce que c'est. On parle déjà de drone à ce moment-là. Ils se sont dit: «Mais est-ce que c'est téléguidé à l'avance? Est-ce que c'est téléguidé depuis la Russie ou pas?» Et puis, l'avion s'est donc crashé sur une maison, comme vous le voyez ici, une maison qui était normalement totalement vide, car les 2 parents étaient au travail et l'enfant, le grand garçon de mémoire, c'était 17 ou 18 ans, devait être à l'école. Mais pas de bol pour ce garçon, ce jour-là, il a décidé de sécher pour rentrer à la maison. Malheureusement, il est décédé, hein, il s'est pris un migrus sur la tronche, donc bon, quand vous voyez l'état de la maison, vous comprenez très vite que le garçon qui était dedans, qui a décidé de sécher les cours, ne s'en est pas relevé. Mais voilà, quand on vous dit qu'il ne faut pas sécher les cours, c'est pas pour rien, c'est par crainte de se prendre un avion russe sur le coin de la tronche. Bref, pourquoi est-ce que j'ai pris cet exemple-là? Tout simplement parce que cet avion est toujours, actuellement, au fond du jardin de cette nouvelle maison, parce que ce terrain a été racheté. Le nouveau propriétaire a refait une maison et au fond de son jardin, on a toujours ce MiG russe. Il est ici d'ailleurs, en bas de l'image. C'est, Paul de la chaîne Hit the Road qui a été, du coup, le photographier. Alors pourquoi est-ce que moi je n'irai pas? Tout simplement parce que l'exemple du propriétaire qui pète un câble, ici, il est à 100.
Il a été installé et d'un côté, je peux le comprendre, des caméras de sécurité et des caméras de surveillance, du coup, autour de l'avion et surtout, il l'avoue totalement, il tire à vue, au plomb, sur la moindre personne qui s'infiltre dans son jardin. Voilà, moi je peux comprendre d'un côté que ce monsieur en a complètement marre d'avoir des inconnus au fond de son jardin qui viennent prendre son avion en photo, mais d'un autre côté, c'est une curiosité quand même. Donc je peux comprendre et j'avoue encore avoir un petit peu l'envie de me faufiler par les champs de façon à rentrer dans son jardin, de façon à prendre cet avion en photo. C'est un avion en plus qui a totalement décoloré, c'est ça qui est assez marrant. Il l'a retapé en grande partie de façon à pouvoir lui redonner d'autres couleurs et à pouvoir réparer les quelques dégâts, dus à la chute de l'avion. Mais, ouais, franchement, moi ça me donnerait quand même bien, bien, bien envie d'y aller. Mais soit. Bon, maintenant que vous avez trouvé un lieu et que vous êtes informé dessus, il va falloir se préparer. Ah oui, donc, ça c'était la slide pour dire qu'il fallait se prévenir des dangers. Hem Je vous ai mis 2 exemples également ici. Premier entre guillemets «danger», c'est de tomber dans la flotte. Alors là, c'est pas trop, trop grave parce que sur l'exemple de gauche, il y a je pense 10 ou 15 centimètres d'eau. Mais vous imaginez bien que dans un ancien bâtiment industriel, l'eau n'est pas claire du tout, l'eau est orange et c'est pas une blague, elle est complètement orange, donc je n'ai aucunement envie de mettre mes pieds dedans. Donc voilà, c'est de nouveau un autre danger, peut-être un petit peu moindre. Et on a ici à droite l'exemple de excusez-moi, hein, mais pour moi de la débilité en urbex. C'est-à-dire qu'ici, c'est un bâtiment qui a été abandonné maintenant il y a une quinzaine d'années et lorsque ce bâtiment a été abandonné, les anciens propriétaires, du coup, ont décidé de casser tous les escaliers de façon à ne pas donner accès au deuxième étage. Parce qu'on le voit ici, il y a des petites rambardes du deuxième étage, mais elles sont très, très fragiles et surtout, elles sont assez basses, ce qui fait qu'on peut facilement passer au-dessus. Et donc, ils se sont bien rendus compte que, bah, un bâtiment industriel de cette sorte allait servir de zone d'urbex et par sécurité, par avance, ils se sont dit: «On va casser les escaliers de façon à ne pas laisser les gens monter». Sauf que du coup, eh beh, les gens prennent des barrières nadars, ce genre de barrières, les assemblent pour essayer de monter au deuxième étage. Et alors pourquoi est-ce que je trouve ça débile? Tout simplement parce que du coup, on fait déplacer les pompiers, voire les ambulances, pour rien. C'est-à-dire que c'est ton choix de prendre des barrières comme ça pour escalader, pour essayer d'aller au deuxième, alors qu'entre nous en plus, il y a rien, de te blesser, de faire venir une ambulance accompagnée de pompiers parce qu'il faut se faufiler pour entrer dans ce genre de bâtiment. Vous imaginez pas une civière rentrer facilement là-dedans. Bref, ça fait du coup déplacer des forces de l'ordre qui ont bien mieux à faire que ça. Bref, je trouve ça des fois un petit peu débile. Alors vous avez la question du coup, pourquoi ne pas lui demander pour l'avion, pour le Migrus qui est juste en face? Tout simplement parce que la réponse est non. Parce que des demandes, il en reçoit énormément. J'ai déjà voulu essayer, je me suis dit que ce serait pas une bonne idée. J'ai déjà pris contact avec des personnes qui ont essayé. Il a dit clairement: «Non, ne foutez plus les pieds chez moi» et je peux comprendre le ras-le-bol de ces personnes-là qui en a marre de voir des gens au fond de son jardin. Donc non, lui demander ne sert malheureusement à rien. Je perds pas espoir, on trouvera une solution un de ces jours. Bref, maintenant que vous avez tout préparé, eh ben, il reste encore un peu de matériel à préparer. Alors, entre nous, évidemment, on est entre photographes, donc il y a du matériel photo à prendre, il y a énormément de lumière à prendre. C'est quelque chose d'obligatoire. La lumière, vous ne partez pas sans en urbex. Tout simplement parce que beh, les lieux sont sans électricité, vu qu'ils sont abandonnés, ce qui fait qu'il n'y a pas de lumière, et qui dit pas de lumière dit on ne voit pas où on met les pieds, et donc c'est là que les dangers arrivent. Donc la lumière, c'est obligatoire. Ça m'est déjà arrivé de me rendre compte que j'avais plus de piles dans ma lampe torche et de me dire: «Bah, tant pis, je pars pas en urbex aujourd'hui». Et dernière chose, ça pour tout le monde, même si on n'est pas photographe, c'est de prendre des vêtements chauds, parce que la plupart du temps, ce sont des lieux qui sont humides et froids, parce qu'il y a plus de fenêtres non plus la plupart du temps, et des vêtements qui sont pratiques, c'est-à-dire avec des poches dans tous les sens. C'est bien les poches. On peut mettre des batteries, on peut mettre les caches des objectifs, on peut mettre, la lampe frontale, on peut mettre, le téléphone avec une tirette de façon à ne pas le faire tomber dans la boue ou autre. Bref, les poches, c'est la vie en urbex. Alors moi, ce que je vous propose du coup, si monsieur, Dri Studio veut bien, c'est de re-switcher sur ma scène, de façon à vous montrer parce que mon sac est étalé ici derrière. J'attends que ça soit fait du coup. Je prends le temps de répondre à Sylvain. Laisses-tu tes coordonnées à un proche avant de partir au cas où? Oui, je laisse les coordonnées GPS de l'endroit où je vais, ainsi que l'estimation de l'heure à laquelle je vais sortir. Donc imaginons, je dis: «Bah, voilà, je pars à tel endroit, telles coordonnées GPS, il est 10 heures du matin. Si à 14 heures tu n'as aucun message, là tu peux commencer à t'inquiéter. Si à 15 heures tu n'en as vraiment aucun, appelle les secours, quoi». Mais en général, il y a toujours du réseau un peu partout. On est en Belgique, ça reste un petit pays et donc j'envoie des SMS en fonction, pour prévenir de là où j'en suis. Bon nickel, merci pour le changement de scène.
Alors, bon, c'est là où on va se marrer avec le torticolis. Je vais le faire comme ça, je pense. Voici mon sac. Voilà. Alors, je vais me mettre là. Hop, changement de focus. Voici du coup mon sac d'Urbex. Alors, il ne faut pas un seul type de sac. Moi, ce que je voulais, c'est un sac qui est pratique, dans lequel je peux mettre du matériel facilement. C'est-à-dire, je peux le ranger et le sortir rapidement. Et surtout, un sac que je puisse salir. Donc, j'ai pris un vieux sac à moi. Et un sac compact, de façon à pouvoir le retirer, le mettre facilement, qu'il ne soit pas trop grand, de façon à ne pas se prendre dans les barrières, dans les branchages, lorsqu'il faut se faufiler dans une porte ou quoi. Bref, j'ai ici du coup un, entre guillemets, un petit sac d'Urbex. Alors de base, il est noir et vous voyez quelques traces de rouille déjà dessus. Bah oui, quand on le met au sol dans les d'Urbex, il ressort jamais propre. Donc ça, c'est vraiment le premier truc à vous dire, c'est que dans un lieu d'Urbex, vous allez être sale tout le temps. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, sur ce sac, j'ai accroché une paire de gants. Alors, c'est des bêtes gants que j'ai trouvés sur Amazon, hein. J'ai pris le premier prix. Et ces gants-là n'ont pas pour vocation de me tenir les mains en chaud, mais juste de mettre mes mains là où je ne les mettrais pas sans gants. Euh, Ça arrive des fois de devoir s'agripper à des barrières ou de devoir mettre des mains sur des planches. Et quand on voit l'état de ces barrières, de ces planches, etc., on n'a vraiment pas envie de mettre ses mains nues dedans parce qu'on sent très bien qu'il y a beaucoup plus de virus sur ce petit bout de barrière que dans le monde entier. Et donc, du coup, autant prendre une paire de gants de façon à pouvoir agripper des choses sans trop de problèmes. Donc voilà, c'est juste des bêtes gants, tout simplement. Alors, l'intérieur, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il est vide, mais il est du coup étalé derrière moi. Je vais faire ça au ralenti. Alors, c'est bien les chaises, hein. Fatalement, la première chose que je prévois, c'est mon appareil. Alors, la marque, on s'en fiche complètement, le modèle également, même si on sait que Fujifilm, c'est quand même bien. Je prends toujours deux appareils avec moi, celui qui me filme et celui-là, pour la simple et bonne raison que j'ai déjà fait tomber du matériel en urbex et que j'ai une chance énorme, c'est que ce n'est que l'objectif qui a cassé. C'est ce boîtier d'ailleurs qui est tombé. J'ai fait complètement éclater l'objectif par terre, mais je me suis dit, si à ce moment-là, je n'avais pas un deuxième boîtier, j'aurais pas pu prendre de photos si le premier était mort. Pareil pour les objectifs, c'est pour ça que j'en ai toujours deux avec. Si jamais il y en a un que j'éclate par terre par maladresse, eh bien, je peux continuer mon shoot parce que je ne reviendrai certainement pas dans celui d'Urbex. J'essaye en général de ne pas aller deux fois au même endroit, tout simplement pour pas provoquer la malchance non plus. Je veux dire, on essaye quand même de ne pas se faire pincer par les gardes, et donc fatalement, si tu retournes une deuxième fois, tu accentues les chances de te faire prendre. Donc voilà. En plus, de toute façon, c'est des lieux abandonnés, donc en général, ils ne changent pas trop, quoi. Donc, premier boîtier. Le deuxième que je prends également. Hop. Je prends toujours deux objectifs. Alors, je prends des zooms par facilité. Je prends un ultra grand angle et un standard. Donc ici, en APS-C, je vais de 10 mm à 80, donc ça donne un équivalent de 15 à 120 mm en plein format. C'est une ouverture f4, mais je m'en fiche, parce que dans tous les cas, je shoot sur trépied, vu qu'il y a énormément peu de lumière. Et puis, dans tous les cas, je suis à chaque fois vers f5.6, f8, f11. Donc, que ça n'ouvre qu'à f4, ce n'est vraiment pas grave. Donc, deux objectifs avec moi. Je pense, et je l'ai vu passer du coup dans le chat, en urbex, oses-tu changer d'objectif à cause de la poussière? La poire, c'est obligatoire. On dirait un slogan, je sais. Mais c'est vraiment obligatoire d'avoir ça, parce qu'effectivement, que ce soit au niveau du capteur ou au niveau des lentilles d'objectif, il y a toujours de la poussière. Donc, je passe mon temps avec ça en poche, tout simplement. Et c'est pour ça que j'en ai pris une qu'on peut complètement plier pour le mettre en poche. Bon, je vous ai parlé de lumière. J'en ai toujours trois avec moi. La première, tout simplement, c'est la lampe torche de mon téléphone. La deuxième, c'est une lampe frontale. Ça permet de garder les mains libres pour pouvoir faire des photos, pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'agripper. Donc ça, c'est vraiment très, très important de l'avoir. Je vous conseille fortement d'avoir une lampe torche, d'avoir une lampe frontale en tout cas, qui fait une lumière rouge. Ça permet de ne pas être vu de loin. Donc quand vous êtes dans un bâtiment qui est par exemple plein milieu d'une ville, et ça m'est déjà arrivé d'avoir un bâtiment où quand tu rentres dans une pièce, la fenêtre donne sur une maison occupée, arriver avec sa lampe torche blanche qui du coup te grille facilement, c'est pas la bonne idée. Donc avoir une lumière rouge, c'est vachement pratique, ça permet de voir juste devant toi ou de voir juste ton appareil sur le trépied et juste ses réglages, c'est quand même vachement bien. Et en deuxième, moi ce que j'adore, tout simplement, c'est une lampe torche qui est assez puissante et c'est entre guillemets ma seule arme. Alors,
Effectivement, dans certains lieux d'urbex, tu peux des fois trouver des casseurs, tu peux des fois trouver des personnes qui sont sans domicile fixe, ou des personnes qui viennent là pour se droguer, malheureusement. Et du coup, je ne sais jamais trop comment appréhender, les premières communications avec ce genre de personnes. J'ai toujours un petit peu, l'angoisse que, à cause, d'une substance ou à cause d'un mauvais comportement de ma part, ils deviennent très vite agressifs. Je ne veux aucunement me battre ou faire l'apologie de la violence ou quoi que ce soit, mais un bon coup de lampe torche dans les yeux, ça me permet de gagner 2 minutes de façon à me barrer dans l'autre sens. Donc voilà, c'est ma seule arme, pas dans le sens où je le lance, mais dans le sens où je l'allume, voilà. Et puis quand je rentre dans une pièce que je ne connais absolument pas, je ne fais pas des photos pour commencer, je fais d'abord le tour avec une grosse lampe torche de façon à voir l'entièreté de la pièce, pour voir ses dangers, pour voir comment elle est faite et pour pouvoir déjà imaginer mes photos, par avance. Hop. 2 choses également que j'aimerais vous montrer. Le trépied qui est obligatoire, mais bon ça, voilà. 2-3 petites choses que j'aimerais vous montrer. Premièrement, c'est, le masque. Alors ça n'a rien à voir avec le Covid, j'ai des masques depuis, bien plus longtemps, pour l'urbex. Quand tu rentres dans certaines pièces, tu ne sais pas ce qu'il y a eu dedans auparavant. Certains bâtiments contiennent encore malheureusement de l'amiante, masque obligatoire. Quand tu rentres dans certains bâtiments, rien qu'en ouvrant la porte, tu sens que ça n'a pas été aéré depuis une dizaine d'années, donc tu as même des spores en suspension dans l'air. Masque. Et puis des fois, tout simplement, ça pue. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, masque. Voilà. Vu qu'on fait la plupart du temps des pauses longues sur trépied, une télécommande, c'est très très bien, de façon à pas bouger l'appareil dès que tu appuies dessus pour faire ta pause longue. Et puis, dernier petit tips que j'aimerais vous montrer, c'est la paire de chaussettes. Alors, j'ai toujours une paire de chaussettes dans mon sac, parce que, première utilité, c'est pour avoir les pieds au sec, hein. Mais deuxième utilité, c'est que quand je finis mon shoot ou lorsque j'entends un garde au loin ou lorsque j'ai la suspicion que je vais me faire choper, eh bien, je mets mes cartes SD dedans. Voilà, je les mets dedans. Ce qui fait que, en mettant la paire de chaussettes dans mon sac, les gens ne vont juste enfin, si un garde, par exemple, me demande d'ouvrir mon sac, il va pas ouvrir ma paire de chaussettes. Il va juste dire: «OK, c'est une paire de chaussettes, hop» et prendre des cartes SD du coup, autres qui ne sont pas pleines. Mes photos sont gardées dedans. Donc ça, c'est ma petite astuce perso, ayez toujours une paire de chaussettes avec, même si vous ne comptez pas l'utiliser, hein, c'est un petit rangement pour carte SD sans que ça soit voyant. Paire de chaussettes. Je pense avoir fait le tour du coup du matériel. Donc vêtements chauds, lumière obligatoire, vraiment obligatoire et puis, prenez un peu de matériel photo, mais pas trop, de façon à pouvoir avoir un sac qui reste compact et léger parce que vous allez devoir vous hisser, vous allez devoir, grimper, courir, bref, il faut pouvoir se mouvoir facilement. Voilà. Peux-tu reswitcher de scène, s'il te plaît, monsieur Dri Studio? Merci beaucoup. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois qu'il est déjà 10h37. Mon Dieu, je parle, je parle. Merci beaucoup Dri. Alors, il y a 2-3 petites choses à faire également en urbex. Il n'y a pas que de la photo, «simple» entre guillemets. Ici, je vous ai repris des photos d'étincelles. Alors on pourra en faire une conférence en entier, ce ne sera pas le sujet en entier de cette vidéo, enfin de cette conférence. Mais on peut faire également des étincelles en urbex en faisant bien attention du coup, où on le fait. Pour faire ça, c'est assez simple du coup, c'est de la laine de fer qu'on vient mettre dans une petite boule, qu'on vient, mettre en contact avec une pile 9 volts pour que la laine de fer prenne feu rapidement et puis du coup, on vient juste tourner, cette boule qui est au long d'un long câble, de façon à pouvoir éclairer les lieux d'urbex d'une autre manière. Pour moi ici, du coup, dans ce genre de photo, le sujet n'est pas, les étincelles, mais c'est vraiment le lieu d'urbex qui est éclairé d'une autre manière. Donc voilà. C'était une autre chose à vous montrer. Bon, une fois qu'on est sur place, qu'on est préparé, qu'on s'est informé, qu'on a fatalement trouvé le lieu, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Alors, premièrement, je vous conseille déjà de faire attention aux différents dangers. Il y a des dangers qui sont vraiment apparents, on l'a vu, on reprend l'exemple de coup de la cage d'ascenseur, on reprend l'exemple de trous, des fois que tu peux trouver même, par exemple au 4e ou 5e étage d'un bâtiment et qui te renvoie directement au rez-de-chaussée ou directement aux urgences, hein, ça dépend un peu de ta vision des choses. Ça, c'est vraiment des dangers qui sont vraiment apparents, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petits et qui pourtant sont vraiment récurrents. Je pense notamment aux clous qui dépassent au sol. Lorsqu'il y avait par exemple un parquet, qu'on a juste enlevé les planches du parquet, mais qu'on a laissé les clous dépasser, c'est un des plus gros dangers de mettre son pied dessus, hein. Je vous fais pas l'image, ça doit être assez douloureux. C'est pourquoi je vous conseille vivement, mais vraiment vivement, d'embarquer des chaussures avec des grosses, grosses, grosses semelles. Alors j'ai pas envie de placer une marque, là comme ça, mais le bon plan que j'ai trouvé, c'est d'aller chez Decathlon, d'arriver en demandant: «Voilà, j'aimerais des chaussures étanches avec des grosses semelles et pas trop chères parce que je vais les changer rapidement parce qu'elles vont être pleines de rouille, elles vont être pleines de crasse dans tous les sens» et ils vendent des paires à 40-50 €.
qui sont vraiment excellentes et je vous l'assure qu'ils sont étanches. Je l'ai encore testé récemment, ça pose aucun problème. Donc voilà, effectivement, c'est pas très beau, mais ça permet de garder votre pied sec et en toute sécurité et donc ça, je trouve vraiment que c'est le plus important. Je me permettrai de répondre à vos questions en fin de conférence. Je m'arrêterai d'ici 5 minutes et donc on voit ça ensemble juste après. Je vous conseille également, c'est de prendre votre temps dans des lieux d'urbex de façon à vous imprégner un peu de l'atmosphère, mais de pas prendre trop de temps non plus, parce que je vous rappelle quand même que c'est illégal et que donc plus vous restez, plus vous avez de chances de vous faire pincer. Par contre, lorsque vous vous faites pincer, lorsque vous êtes, en contact avec un garde ou quoi, ça ne sert à rien de jouer les ninjas et de vouloir partir à tout prix, de vouloir courir le plus vite possible pour échapper. C'est leur boulot. Ils n'y peuvent rien, ils ont choisi de le faire effectivement, mais ça n'est pas contre eux qu'il faut vous rebeller. N'oubliez pas que c'est une pratique illégale et donc quand on vous demande gentiment de sortir du lieu, ça ne sert à rien de vouloir faire l'andouille à essayer de courir plus vite que lui ou essayer de négocier ou quoi que ce soit. Partez tout simplement et par expérience, les quelques fois où je me suis fait pincer, si vous êtes correct avec le garde, il vous ennuiera pas, il appellera pas la police ou même si c'est la police et que vous êtes correct et que vous dites clairement: «Voilà, je sais que c'est illégal, mais c'est une pratique juste photographique. Je suis pas là ni pour dégrader, ni pour, me mettre en danger. Généralement, ça passe bien donc pas de souci, la communication avant tout et ça prévient de tous les dangers. Et évidemment, il y a une règle d'or en urbex, c'est de ne rien dégrader, de ne rien voler et de ne laisser que ces traces de pas. C'est pas des musées, c'est pas des brocantes. On n'est pas là ni pour dégrader, ni pour prendre des choses. Donc même si effectivement, il y a quelques moments où tu te dis: «Ah, cet objet-là a l'air super beau, ça irait quand même bien dans mon salon», mais c'est pas à toi. Donc laisse-le là et laisse-le aux autres pour qu'ils aient la chance également de le découvrir. Je déroge juste à cette petite règle quand, par exemple, j'ai un élément dans ma photo qui m'ennuie un petit peu, je pense notamment à une chaise ou, à une échelle, bref, un élément que tu peux bouger facilement. Dans ce cas-là, je me permets de le déplacer, mais je suis tellement, fan de cette règle que je vais même le replacer à l'identique juste après. Donc ça m'est déjà arrivé de bouger une chaise et de la remettre exactement en regardant les endroits, de ses pieds laissés sur la poussière, de façon à laisser exactement dans le même endroit. Bref, ça va jusque là, quoi. Bon, une fois que vous êtes sur place, il y a également 2 petites choses que j'aimerais vous montrer. Alors là, c'est la partie un peu moins rigolote de la conférence. C'est 2 articles que j'ai trouvés. Le premier, c'est une personne, en plus, une jeune personne de 17 ans, qui est malheureusement décédée en urbex parce qu'elle ne s'était pas assez préparée. C'est un article du Figaro qui date du 3 avril 2017. Ce sont, 2 jeunes personnes qui ont été se balader dans un lieu d'urbex près de Lyon, si je ne dis pas de bêtises et pourtant, ce lieu d'urbex est connu pour avoir des planches complètement moisies au plafond. Eh bien, ces 2 personnes ne se sont pas informées et une des 2 est malheureusement passée au travers du plafond et est décédée sur le coup. La deuxième n'a rien, heureusement, d'un côté, au moins un sur 2. Mais donc voilà, l'importance de bien se préparer au lieu d'urbex, c'est que, finalement, ça peut être des lieux qui sont très, très, très dangereux. Et je vous ai pris également, cet article de loi qui vient de villagedelajustice.com, qui est un site pourtant français. Pourquoi il est .com, je ne sais pas et qui a mis du coup oui, c'était ici du coup où j'avais vu l'amende. Donc c'est un article qui date de 2019, j'avais dit 2020 il me semble. Donc voilà, ce sont des questions de loi qui revient, hem, près de Lyon en Bretagne. Ah non pardon, c'était en Bretagne. Pardon, j'ai dit une bêtise. Merci, Seb pour la rectification. Désolé. Et donc l'article de loi du coup, on voit que tout ce qui est, justice, avocat et cetera reprennent et on voit que c'est aussi un comment dire? L'urbex est une pratique qui devient de plus en plus démocratisée grâce à YouTube, grâce à Instagram, grâce aux réseaux de manière générale et donc la justice s'informe de plus en plus dessus pour mettre des règles, des fois, dans le bon sens pour nous, dans le sens où, si on se fait pincer, ça devient de moins en moins grave. Mais, par contre, toutes les personnes qui viennent à dégrader, toutes les personnes qui viennent à récidiver, si vous faites pincer sur un lieu, ne retournez pas le lendemain, ça sert à rien de prendre le risque. Dans ces cas-là, par contre, tout ce qui est amende, ça devient de plus en plus grave. À vous de voir ensuite si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Bon, une fois que vous avez fait vos photos, une fois que vous les avez traitées, sur Lightroom, hein, je veux dire, pas insulter, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Eh bien là, de nouveau, ça dépend un petit peu de la mentalité de chacun, de se dire: «Bon, est-ce que je les partage? Où est-ce que je les partage? Avec qui je les partage? Et qu'est-ce que je partage?» Est-ce que je partage juste la photo? Ou est-ce que je donne le nom du lieu? Est-ce que je donne des informations sur le lieu? Est-ce que je donne l'adresse du lieu? Voilà, il y a pas de règle, chacun fait un peu comme il veut, mais pensez un petit peu aux autres également. Pensez également au lieu que vous venez de partager. Est-ce que vous avez envie de le voir dégradé? Personnellement, mon point de vue, c'est que je partage toujours les images sans aucune information.
Je ne partage ni le nom du lieu, parce que chaque lieu a finalement son petit nom d'urbex. Je ne partage pas non plus la localisation, ni la ville, ni la région. Je partage juste le pays, voilà. En plus, c'est tout le temps pris en Belgique pour ma part. Euh, et c'est tout. Je ne partage bien évidemment pas l'adresse du lieu pour éviter qu'il y ait un tourisme de masse qui vienne dans ces lieux-là et qui vienne du coup dégrader le lieu ou que des personnes viennent se mettre en danger. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que je garde ces lieux un petit peu secrets. Je dis entre guillemets parce que je les partage avec d'autres photographes ou d'autres urbexeurs, comme je l'expliquais, en échange d'autres lieux. Mais donc voilà, à vous de vous positionner par rapport à ça. Une fois que vos photos sont faites, qu'est-ce que vous en faites également et quelles sont les informations que vous donnez? C'est toute une question qu'il faut vous poser avant de simplement cliquer sur publier, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou n'importe quoi d'autre. Voilà, bah, il me semble qu'on arrive à la fin. Et en plus, 10h45, bingo, ça c'est fait. Voilà, un petit 10 minutes de questions-réponses. Alors j'ai vu que Dri, tu avais noté les questions. Si tu veux bien me faire un copier-coller dans le chat, ce serait très, très, très gentil. Merci en tout cas à tous ceux qui ont déjà suivi cette conférence. Ça m'a fait super plaisir de reprendre un petit peu le live. Donc voilà. Et en attendant les questions, du coup, moi je vous ai pris 3 exemples d'urbex un petit peu extrêmes, dans le sens où tout le monde ne fait pas ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Je vous partagerai les liens du coup dans la discussion Discord. Le premier, c'est de la chaîne Hit the Road, qui est un collectif de 2 personnes maintenant, ils étaient 4 au départ, qui font énormément de choses. Ils se sont fait connaître pour le parcours, mais là, ils font également énormément d'urbex, mais de façon beaucoup plus ninja, si je peux appeler ça comme ça, où ils vont infiltrer avec des cordes en escaladant, etc. C'est vraiment pas mon cas. Une deuxième vidéo, c'est J'infiltre une base spatiale interdite. C'est une vidéo en 2 parties. La première partie est sur la chaîne de Cyril MP4 et la deuxième du Grand JD, où ils vont du coup infiltrer Baïkonour de façon, parce que oui, la navette est toujours en état et toujours disponible dans les bâtiments, de façon à aller voir ça. Ça, c'est de nouveau un exemple extrême parce que c'est gardé par des gens qui sont armés et tu n'as évidemment rien à y faire. Mais vous imaginez bien que si la vidéo est publiée, c'est qu'ils sont totalement rentrés sains et saufs. Et la troisième, c'est de nouveau du Grand JD, si je dis pas de bêtises. La vidéo s'appelle J'ai approché un ours polaire. C'est une expédition qui a été faite en collaboration avec Amixem, Cyril MP4, Le Grand JD et Mike Horn. Donc, c'est 4 youtubeurs du coup. Mike Horn étant beaucoup plus explorateur que youtubeur. Et ils ont fait du coup toute une exploration en Arctique. Et ils sont passés par Pyramiden, qui est, je pense, un des mythes, qui est un village russe minier qui a été abandonné fin des années 1900, de façon à rapatrier tout le monde parce qu'il faisait froid et puis tu n'avais plus besoin de ces mines-là. Et donc, cette ville est encore totalement intacte et gardée par 2 gardes qui servent également de guides. Tu as notamment dedans un énorme cinéma que tu peux visiter, c'est-à-dire que tu peux t'y rendre, toc toc, j'aimerais rentrer. Mais si les gardes sont là, c'est notamment pour éviter les dégradations, mais c'est surtout pour éviter les rencontres avec l'ours polaire. Et ça donne énormément de photos assez cocasses où des urbexeurs, photographes, prennent des photos de ces lieux d'urbex avec un ours polaire dedans. Ça arrive quand même pas tous les jours, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Je vous linkerai du coup les 3 vidéos dans la discussion Discord. Alors, je regarde du coup rapidement vos questions et je vais prendre le temps d'y répondre. Du coup, tu achètes 1 ou 2 cartes SD à 2 balles pour les donner au cas où. Alors, je les achète pas, mais je prends mes vieilles cartes SD. J'ai encore retrouvé d'ailleurs il n'y a pas longtemps une carte SD de 8 Go. Voilà, ça ne me sert plus, mais effectivement, ça me sert à donner. Alors, il faut savoir que d'un point de vue légal, personne ne peut prendre vos cartes sans autorisation du juge. Donc, même la police n'a pas le droit de saisir vos cartes si elle n'a pas l'autorisation. Maintenant, de nouveau, il y a un peu la communication aussi. Il faut être un petit peu filou, hein. Dans la plupart de nos nouveaux boîtiers, il y a quand même 2 cartes dedans, ce qui permet, moi je shoot toujours en copie, hein, je veux dire ce qui est sur la 1 est toujours sur la 2, et lorsque je me fais prendre, j'efface la carte numéro 1 devant en mode formaté, et puis voilà, je sais qu'il y a toujours la deuxième carte au cas où. Mais bon, effectivement, il y a quand même la communication, donc même si légalement vous avez le droit de dire vous n'avez pas le droit ni de me toucher, ni de toucher à mon matériel, ni même de supprimer mes photos, il y a quand même toujours voilà, la communication à avoir de façon à rester courtois, quoi. Une petite focale fixe lumineuse pourrait apporter plus d'opportunités. Je pense au Samyang 14 mm 2.8. Écoute, l'optique que j'ai cassée, c'était un 12 mm f2 de chez Samyang. Oui, effectivement, ça pourrait apporter plus d'opportunités, mais j'en ai pas besoin. Voilà, je suis très content avec mon 10-24 f4, donc j'ai pas besoin de plus, tout simplement. Laisses-tu tes coordonnées à un proche avant de partir? Je pense avoir répondu, mais oui, je laisse les coordonnées GPS de là où je vais avec l'heure à laquelle je suis censé sortir. C'est quoi les clichés de la photo d'urbex? J'ai en tête les étincelles, les nanas toutes nues, il y a sûrement autre chose. Oui, le light painting en urbex ou le HDR.
En urbex, généralement, donc on a des scènes qui sont très, très contrastées. Ça mériterait aussi une conférence à ça tout seul, mais, comment dire? Hem, Tu as souvent, du coup, des scènes qui sont très contrastées avec des intérieurs très noirs et du coup, l'extérieur qui est très lumineux et donc on est très vite tenté de faire du HDR et des fois du HDR un peu dégueulasse, on va se l'avouer, c'est-à-dire du HDR qui est vraiment, criard aux yeux. Je reste quand même du parti de dire qu'un bon HDR, c'est un HDR que tu vois pas. C'est-à-dire où tu te rends pas compte qu'il y a de la retouche derrière. Donc, voilà, ça c'est souvent un cliché qu'on voit et puis, ouais, le line painting, ça arrive tout le temps, quoi. Il y a beaucoup de photos de cosplay également, Monsieur Dries Studio, en urbex, parce que ce sont des lieux qui permettent ça. J'ai joué récemment à The Last of Us, la deuxième partie, le 2. Bah, finalement, c'est de l'urbex qu'on fait. Donc voilà, si tu as envie de faire de la photo de cosplay de Ellie ou de Joël, bah, va en urbex, ce sera le meilleur environnement possible, quoi. Hem Je ne comprends pas comment tu peux publier publiquement une vidéo qui démontre que tu as fait quelque chose d'illégal. Aux USA, il y a eu plusieurs cas de personnes traînant en justice avec leurs vidéos comme preuve. T'as pas peur de ça en publiant tes vidéos d'urbex sur YouTube? Comment dire? Oui, effectivement, je ne comprends pas non plus comment est-ce que ce genre de personnes-là, par contre, ne se font pas avoir. Maintenant, d'un côté, je me dis que, YouTube est tellement vaste que pour retomber sur ce genre de vidéo, il faut vraiment le chercher, même si c'est des gros youtubeurs. Voilà, je reprends l'exemple, bon, ici, Pyramidon, c'est totalement légal, mais je reprends l'exemple ici de Baïkonour. OK, Cyril MP4 a 4,7 millions d'abonnés bientôt, mais je pense pas que les gens de Baïkonour vont aller regarder toutes les vidéos sur YouTube pour trouver, qui s'est infiltré là. Et puis, je pense que de toute façon, une fois que tu es pas pris sur le fait, c'est très, très, très compliqué de pouvoir ensuite, faire quelque chose, quoi. Et me concernant, ce sont vraiment des petits lieux d'urbex et j'incite dans chaque vidéo à ne pas reproduire ça, parce que je vous incite à ne pas faire de choses illégales. Donc voilà, effectivement, c'est ma responsabilité qui est engagée, mais je pense pas faire quelque chose d'excessivement mal, quoi. Je reprends l'exemple, c'est comme si je roulais à 60 km/h sur une route de 50, je vais me faire flasher, mais je vais pas être traîné en justice et être montré du doigt sur la place publique non plus. Je pense pas que ça soit très, très grave. De nouveau, chacun son avis là-dessus. Hem C'est pas parce que ce n'est pas légal que ça ne peut pas arriver, bon point. Oui, effectivement, je sais pas trop à quoi tu répondais à ça, Boris. Mais effectivement, oui, Sky le met également. Certains se font, choper via YouTube, notamment tu as l'exemple de Mamie Twink, qui est du coup un énorme youtubeur également, qui fait pas mal d'urbex, qui a visité des navires de guerre qui étaient, déposés en Bretagne avant d'être envoyés à la casse. Alors lui, il s'est fait choper non pas parce qu'il a visité un navire de guerre, mais parce qu'il a ouvert des documents classifiés. Il les a montrés en vidéo. Et donc à partir de là, effectivement, bah, la marine, lui est retombée dessus parce que, bah, il a montré des choses qu'il ne devait pas. Donc voilà, c'est aussi à nous d'être, plus ou moins intelligents quand on est en urbex, de se dire: «Qu'est-ce que je peux montrer? Qu'est-ce que je ne montre pas?» Je reprends l'exemple, j'ai ici, si j'y arrive, touc, 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 et je pense que je vais finir avec ça. Je l'ai peut-être pas mis dans les slides, mais j'ai visité du coup un bâtiment qui est une ancienne, comment dire? Qui est une ancienne maison de repos, pour personnes âgées. Mais voilà, là aussi, tu peux trouver le nom de toutes les personnes qui se trouvent, le nom sur les portes, le nom des fichiers médicaux et cetera. Voilà, c'est de nouveau des photos que moi, personnellement, je veux pas partager parce que, déjà, ça veut dire que tu mets en lumière quelqu'un qui n'a rien demandé. Tu vas partager des infos qui sont privées, alors qui sont pas confidentielles, qui sont privées. Personnellement, ça me ferait pas hyper plaisir de retrouver, la photo de, ne fût-ce que d'une prescription médicale à mon nom. Voilà, donc je me dis: «Si j'aimerais pas qu'on le fasse pour moi, j'ai pas envie de le faire pour les autres non plus». Oh, ça y est, ma caméra a lâché parce qu'il est l'heure, non? Hop, petit bug technique, je remplace vite. Décidément, voilà. C'est revenu? Voilà, petit pardon pour ce petit souci technique, des petits soucis de batterie notamment. Bref, rien de grave. Donc voilà, effectivement, il y a tout l'aspect de se dire, «Qu'est-ce que je partage? Est-ce que je prends le risque de partager?» Chacun son truc de nouveau. Moi, j'ai pris le risque et je dois bien avouer n'avoir aucun souci par rapport à ça. J'ai même d'ailleurs beaucoup plus de retours positifs que négatifs parce que comme je vous l'ai dit notamment, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui ont travaillé dans ces lieux-là et qui viennent me voir en disant: «Ah, comment est-ce qu'on peut avoir d'autres images, pour se remettre un peu dans l'ambiance du lieu?» Donc voilà, c'est des personnes en général qui ont ça à cœur, quoi. C'est quand que tu m'emmènes en urbex avec toi? Eh ben, quand tu viens, quand tu veux. Bon, je vais devoir du coup, je pense vous, laisser ici. Je regarde un petit peu s'il y a une dernière question. C'est dimanche, le matériel est fatigué? Totalement. Il a vécu une longue semaine. Voilà, on va
se quitter ici de façon à laisser la prochaine conférence se préparer. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Un tout grand merci à vous pour vos réactions et vos questions dans le chat. N'hésitez pas à venir sur Discord histoire de parler un peu tous ensemble. Je vais vous linker du coup les 3 vidéos ici dans la discussion de la conférence. Et puis si jamais je pense que mes réseaux sont également sur le Discord, si jamais vous voulez suivre un petit peu mon travail, qui ne s'articule pas que autour de l'urbex, hein, qui a énormément de paysages également. Donc voilà, il y a un petit peu autre chose que de l'urbex. Bref, je vous souhaite un bon dimanche, un bon VPE, une bonne dernière journée de VPE et je profite du coup, d'être en conférence pour remercier Xavier et Laurie pour ce magnifique travail que vous avez fait et pour l'invitation, de cette conférence. Bref, à bientôt tout le monde et puis à la prochaine. Ciao.